Déjà en troisième, je fais déjà un coma. On me diagnostiquait déjà une tumeur au cerveau. On disait que je ne pouvais pas, j'allais sûrement pas atteindre les 25 ans. On arrive là-bas, on me réanime. Au moment où on veut me faire partir, je reviens à la vie. Alors que vous étiez déclaré mort. Je suis déclaré mort. Et donc, je décide d'arrêter mes cours. Je dis à mon père, écoute papa, moi, je ne veux plus aller à l'école. Il me faut un camion. Je veux faire de la livraison. Il m'a dit, ça c'est complètement fou. T'es fils de magistrat, c'est la première chose qui t'intéresse. Ceux-là nous ont vraiment aidés parce qu'on a eu de fortes quantités qu'on a livrées. Et là, je touchais déjà mes premiers millions. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de ce numéro, le grand format présenté par Bibi. Mais avant, nous recevons pour vous un homme qui très jeune a été obligé d'arrêter son cursus scolaire à cause de son état de santé, mais qui malgré toutes les difficultés a réussi à se faire une place dans le milieu de la restauration collective. Monsieur Tognon Amalaman-Léon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Tognon, les années se sont écoulées, vous avez agrandi votre entreprise, vous embauchez plus de 60 personnes, Oui. vous rachetez une boulangerie et vous rentrez de plein pied dans la restauration collective. Racontez-nous comment se passe cette étape de votre vie professionnelle. Oui. Alors, après avoir récupéré les différentes affaires, avoir eu l'autorisation de livrer le pain dans les différentes cantines, je suis rendu compte qu'effectivement, ça devait être un business assez intéressant. Quoique, soit dit en passant, avec ça, on faisait quand même pratiquement 1 500 000 francs par mois, sinon un peu plus. Et là, vous étiez à combien de pains? Ou dans des quantités quand même très importantes, hein, autour de 10 000, 15 000 pains. Ah oui, c'était autre chose. Voilà, c'était vraiment des quantités très importantes. Des fois beaucoup plus, ça dépendait des moments. Donc c'était vraiment des chiffres assez intéressants. Et donc on a vu que ça devait être très intéressant. Je dis, mais écoutez, c'est quand même un business lucratif. Hein, et j'aimais bien l'organisation. Et j'ai donc décidé quand même de prendre quelques petites formations à ce niveau-là, voir c'est quoi la restauration collective, quels sont vraiment les tenants et aboutissants de cette activité. Et je suis allé voir M. Niambé, qui est comme mon parrain au niveau de la restauration collective, à qui j'ai proposé, je lui ai dit, écoute, grand frère, je suis vraiment intéressé par la restauration collective, peux-tu m'aider? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Les premiers contrats, je suis prêt à t'accompagner pour ton premier contrat. Wow. Il y avait eu une réunion, Laurent Niallet nous avait aidés, on est allé à plutôt un dîner. À ce dîner-là, puisque moi je vissais véritablement mes finances, je ne voulais pas dépenser, j'avais pour tout, en tout et pour tout, un pantalon bleu marine et une chemise bleu clair, avec 5 paires de tennis de la même marque. Ça coûtait 2500 francs la quincaillerie, c'était pas trop compliqué à acheter. Et j'avais pour tenue, chemise, t-shirt, que des t-shirts de publicité. Donc je ne voulais pas dépenser. Je ne sortais pas, je ne me baladais pas. Donc quand même un assez bon gestionnaire. Ah non, je vissais vraiment la gestion. Je ne voulais pas dépenser parce que je m'étais donné un objectif. À 22 ans, 23 ans, il me fallait avoir ma première maison. J'ai eu donc une entreprise de bâtiment, BTP, qui nous a fait une belle ouverture et avec laquelle nous avons eu le deuxième contrat. Donc on s'occupait des chantiers, de la livraison des chantiers. Et puis on avait donc la cantine de cette entreprise de bâtiment. Qui fonctionnait bien parce qu'on avait déjà un peu d'espèces tous les jours et les revenus mensuels assez intéressants. Au bon an, mal an, nous avons eu nous avons donc pu évoluer. On a eu l'internat, un internat à Bégerville, donc ça a augmenté le nombre d'exploitations. Ensuite, nous avons eu une école assez intéressante aussi. Et bon, nous avancions. On était donc en 99 à peu près.
Donc au fur et à mesure, les contrats se succèdent. Les contrats se succèdent. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que je me dis que nous avons grandi trop vite. Je dis qu'on est très content d'évoluer, grandit très vite. Et puis, il y avait aussi une question de financement, parce qu'il faut avoir de l'argent. Parce qu'il faut continuer de financer avant de recevoir un peu. Et ça faisait qu'on était un peu dispersés et ça devenait difficile. Mais il fallait négocier avec les fournisseurs, leur expliquer la complexité de notre activité, mais surtout leur montrer notre sérieux. Nous avons eu des boutiquiers qui nous ont fait confiance sans connaître notre exploitation. Nous avons eu des poissonniers qui nous ont fait confiance sans connaître notre exploitation et donc qui nous ont donc livré, qui ont accepté que nous devions prendre le poisson, le travailler, le vendre et venir ensuite payer. Ça a été donc déjà le début du crédit fournisseur. Donc, puisqu'il n'y avait pas de financement de différentes entreprises, on n'avait pas quand de même financement avec bancaire. certaines facilités déjà. Avec facilité de paiement, ça facilitait, donc ça nous aidait déjà à nous installer. Ça a été vraiment une belle histoire parce que lorsque nous sommes arrivés vers l'année 97-98, il y a eu des problèmes au niveau donc, de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et il y a eu un gros problème. Nous avons perdu le contrat parce qu'il y a eu le coup d'État. Donc on se retrouve donc en 99, coup d'État. Coup d'État, on avait fait des achats de matériel, on avait commencé à vouloir installer la première boulangerie et tout. Le coup d'État fait qu'on perd les boulangeries puisque le matériel est volé. On se retrouve donc en difficulté puisqu'on a voulu essayer d'abord dans un premier temps. On perd le matériel, on perd les contrats. Les personnes sont licenciées. On ne peut plus donc maintenir ce niveau d'activité. Tout d'un coup, tout s'écroule. Tout s'écroule. Il faut continuer d'y croire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, écoute, Léon, tout compte fait, tu continues la restauration? Je dis oui. Tu peux faire la restauration collective, la restauration des hôpitaux? Je dis oui. Je te confie la première clinique. Je dis, bon, on y va. Je vais innover. Et donc, je récupère la première clinique. J'emploie, je sélectionne le personnel. Ça n'a pas été chose facile parce qu'il fallait choisir des personnes qui avaient déjà une expérience au niveau des hôpitaux. Il fallait choisir des personnes qui pouvaient maîtriser les menus de malades. Il fallait des personnes qui étaient quand même endurantes pour tenir les soirs parce que ce n'est pas la même chose. Il y a des gardes à mener et tout. Donc, nous sommes en train d'y travailler. On fonctionne, on installe, on innove parce qu'on apporte une plus-value, on apporte le système des serveurs dans les cliniques. On fait comprendre aux cliniques qu'il est possible aujourd'hui d'avoir un confort comme dans un hôtel. Parce que c'est d'abord de l'hébergement. Il y a des soins qui sont pratiqués après, mais c'est d'abord un hébergement. Donc, enlevons de l'esprit du malade sur le côté, je dirais, traditionnel, malade, des hôpitaux avec les gens en blouse, en blanc, en permanence, la frayeur. Il faut qu'ils se retrouvent dans un endroit convivial où il y a un serveur, une autre personne qui peut lui parler et qui aura aussi reçu de notre part l'information adéquate pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles. Et donc, cela a bien fonctionné. On s'est retrouvé première clinique. En l'espace de 2 ans, nous avons eu 11 cliniques. Oui, parce que vous faisiez bien votre travail et que du bouche à oreille, tout le monde était satisfait. Absolument. Donc les affaires redémarrent. Les affaires redémarrent. On y va, on attaque, ça se passe bien. Et évidemment, on est encore jeune. On est encore jeune. Les premières personnes, donc, on part sur des torpilles, on part sur des critiques. Mais quoique les critiques n'ont pas été forcément fausses parce qu'on a une évolution fulgurante, rapide, peut-être trop rapide pour une si jeune entreprise, une évolution pas bien maîtrisée. Comme je dis, si cela était à refaire, je serais parti avec 3 exploitations bien maîtrisées, maîtriser mon réseau avant d'accepter les autres contrats. Il faut savoir des fois dire non, même quand on veut être un bon entrepreneur, il faut savoir dire non pour pouvoir bénéficier de l'expérience et pour pouvoir grandir progressivement, maîtriser sa croissance. Oui, mais peut-être aussi après toutes les difficultés que vous avez eues justement, quand vous avez pratiquement tout perdu, quand ça s'est présenté à vous, c'était l'occasion aussi de refaire un peu surface. Absolument, absolument.
Absolument, on était pressé de pouvoir récupérer, de prendre un peu du poil de la bête, c'était intéressant. Monsieur Tognon, avant de revenir sur votre parcours, je vous propose juste après la pub de suivre le grand format présenté par Bibi. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce grand format de cette semaine, nous sommes à la Bourse du Travail où se tient une rencontre sectorielle organisée à l'attention des commerçants et artisans par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'occasion pour nos téléspectateurs de découvrir les opportunités dans le domaine du commerce et de l'artisanat, les difficultés que rencontrent les acteurs de ce secteur, et surtout les solutions de financement et les méthodes de bonne gestion mises à la disposition de nos commerçants et des artisans par le CPC. Gros plan sur le monde de l'artisanat et du commerce en Côte d'Ivoire. Notre rôle aujourd'hui, quand on est venu, c'est de vous dire que entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est une réalité, c'est une obligation pour nous. Il faut entreprendre dans le cadre dans lequel le gouvernement a tracé le scope pour que vous puissiez, réussir et bénéficier des avantages. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. C'est fini le stade de jeune odeur, il faut qu'on arrête ça. Jeune odeur ne peut pas résoudre le problème, mais j'ai envie de pas résoudre le problème. J'ai envie de faire, j'ai envie d'entreprendre. C'est ça le nouveau langage que nous devons avoir. À l'époque, une société devait capitaliser des millions, ça coûtait 600 à 700 millions qu'on paye. Aujourd'hui, ça donne réduit à 15 000. Donc aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en 24 heures en ne payant que 15 000 francs CFA. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en régie, il y a deux régimes au niveau du code d'investissement. Il y a le régime de la déclaration et le régime de l'investissement. Je ne vais pas vous embrouiller par le cocktail. Je vais prendre le premier qui est le régime de la déclaration. C'est-à-dire, vous voulez faire vos salons de coiffure, vous avez payé votre casse, vous avez trouvé le local. Quand vous avez fait ça, venez au CPC avec toutes vos factures qui justifient les 2 millions que vous avez payés. Donc, vous venez déclarer au CPC. Vous dites, j'ai fait 2 millions d'investissements, donnez-moi les avantages du code d'investissement. Une fois que le dossier est reçu, nous avons 2 jours, pas plus, 2 jours, pour analyser et vous octroyer le bénéfice des exonérations suivantes. Donc, quand votre dossier est accepté, pendant 5 ans, si votre salon de coiffure est habillant, vous ne payez pas l'impôt sur le bénéfice. Vous ne payez pas les vacances, vous ne payez pas le foncier. C'est ce que vous faites actuellement quand vous travaillez. Et ça, vous le faites pendant 5 ans, vous ne payez pas ça. 5 ans. Je suis confiante parce que par moments nous sommes désespérés. Et alors je crois que je serai une des premières à aller au CPC lundi matin, s'il plaît à Dieu, parce que je voudrais avoir, je vais dire en guillemets, la confirmation de tout ça. Et pas mal de réponses à toutes mes préoccupations. Je vous remercie. On veut savoir
si on veut créer notre entreprise artisanale, est-ce qu'on doit forcément venir s'inscrire chez vous avec le registre de métier ou bien vous nous donnez le registre de métier en lieu et place de registre de commerce? Mon nom c'est Khalifa Doumbia, président national de Ferraille Casse de Côte d'Ivoire. Le régime du commerce, c'est ce qu'il faut exercer comme une activité commerciale. Maintenant, le registre des métiers, il est aussi important parce que si vous n'êtes pas déclaré à ce registre-là, on ne peut pas vous reconnaître comme menuisier ou bien photographe ou bien. Il faut bien qu'on puisse identifier ces corps de métier. Je suis en compagnie de M. Bamba Amidou, président de l'Union des garagistes de Côte d'Ivoire. Alors, M. Bamba Amidou, dites-nous, quelles sont vos impressions au sorti de cette rencontre sectorielle qu'a donnée le directeur général du CPC? Vraiment, madame, j'étais vraiment tellement impressionné par le directeur général du CPC. Je veux que cette rencontre, ça se multiplie pour informer les gens, parce que nous, les garagistes, ne sommes pas informés de ce qu'il faut faire. Vous avez dit sans les garagistes? Sans les garagistes, il n'y a rien qui bouge, même il n'y a pas conseil des ministres. Bonsoir, je suis Marina Pocro de la société Bureau-Nom Audit. Dites-nous, quel intérêt avez-vous à participer à cette rencontre sectorielle? On a eu un intérêt à participer à cette rencontre parce que le thème nous intéressait. On a entendu parler de codes d'investissement qui donnaient droit à des exonérations d'impôts, notamment sur le bénéfice, sur la patente et puis sur le foncier. Donc en tant qu'entreprise, on a été intéressés, venir écouter et voir dans quelle mesure il serait possible pour nous de bénéficier de ces avantages-là. Il faut reconnaître que cette rencontre a été une fois de plus pour nous un apport important dans la mesure où à travers cette rencontre avec le CPC et la Chambre de métier, elle nous a permis d'abord de découvrir véritablement la capacité et la qualité de nos entreprises et véritablement comment nous allons améliorer, n'est-ce pas, nos conditions de travail et surtout même en matière de rentabilité. Je suis en compagnie du directeur général du CPC, M. Essis Emmanuel. Alors, quel est l'apport du CPC auprès de ces commerçants et de ces artisans que vous venez de rencontrer? Les artisans et les commerçants sont aussi une frange importante du tissu social, du tissu économique. Donc nous ne pouvons pas toujours être là en train de parler au secteur formel, au secteur, je veux dire, grand, des grandes entreprises. Il faut aussi descendre au niveau de ces artisans qui constituent la base la plus grande, mais qui doivent constituer, selon les axes d'orientation donnés par son Excellence Monsieur le Président de la République, une plus grande contribution dans la formation de la richesse nationale. Et pour cela, il faut venir les instruire, les informer, leur donner, leur faire comprendre et partager ce que le gouvernement a pu mettre en place comme méthode, qu'on appelle l'action incitative, outils de développement, d'accompagnement, facilitation de création d'entreprises, accès au code des investissements, accès à l'accompagnement même en tant qu'entrepreneur. C'est tout ça que nous avons eu débattre aujourd'hui. J'espère que vous avez été bien éclairé sur ces opportunités qu'offre le secteur du commerce et de l'artisanat. Un grand merci au CPC d'avoir permis à tous ces commerçants et artisans de connaître toutes les dispositions mises à leur portée pour pouvoir mieux vivre de leur métier. Ce numéro du grand format a été réalisé par Jacques Junior pour Exclusive Média. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. De retour avec notre invité, M. Amalamon Tonian Léon, président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Alors, M. Tonian, nos téléspectateurs comprendront que votre parcours est tout sauf un long fleuve tranquille. Ah oui, ça. Puisque vous allez encore une fois tout perdre. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment? Vous n'avez pas pensé à baisser les bras? Non, jamais. Jamais, parce que je me suis rendu compte que dans mon évolution, je n'ai pas jusque-là réussi, je n'ai pas encore jusque-là perdu et me retrouvé plus bas que ce que j'avais réussi. C'était quoi votre leitmotiv? Mon leitmotiv, c'était... Déjà, j'étais déjà conditionné par celui qui devait mourir à 25 ans. D'être en vie déjà. D'être en vie. J'étais très heureux déjà de vivre. Et puis, celui qui avançait progressivement vers ses 25 ans, quoi.
Progressivement, et je me disais, bon, d'une façon ou d'une autre, puisqu'on te dit que tu vas partir à 25 ans, bats-toi. Bats-toi et n'arrête pas. Bats-toi et n'arrête pas, que rien ne doit t'effrayer. Et donc, je continuais, c'était toujours l'agnac. Il fallait continuer, il fallait toujours continuer de se battre. Et lorsqu'on a perdu, on a commencé à perdre au fur et à mesure les contrats, les 11 contrats, au fur et à mesure, nous les avons perdus, vraiment comme peau de chagrin, jusqu'au jour, je vais dire qu'à cette époque-là, je nourrissais déjà l'intention de récupérer déjà une très grande cantine, qui paraissait presque surréaliste, hein, presque fou pour les restaurateurs en général. Même ce mec qui m'avait aidé disait que, Tonia, ce que tu me dis, ça ne va pas tenir. Quelques temps avant, pratiquement 2 ans avant, j'avais écrit au ministère de la Sécurité pour leur proposant de privatiser la cuisine, les cuisines de l'école de police et d'autres cuisines. Et donc je me retrouve, après avoir perdu pratiquement tous mes marchés, appelé par le ministère de l'Intérieur, me proposant de récupérer éventuellement la cuisine de l'école de police. C'est 1 an de négociation, une année totale de négociation. Donc une année difficile. Difficile, parce qu'il a fallu donc négocier. J'avais quand même maintenu un seul contrat, celui d'une clinique. Et donc nous avons travaillé avec celle-là. Et j'avais entamé la proposition de 2 grosses exploitations. L'école de police et le premier BCP. Nous avons eu donc les 2 contrats à la fois. Et donc je veux dire que c'était inespéré. Ah ouais, c'était inespéré. Inespéré. Il fallait démarrer le même jour. C'était un mercredi. Il fallait démarrer le BCP. C'était quand même près de 900 âmes à nourrir tous les jours, matin, midi et soir. Et en plus, au niveau de l'école de police, on était à 1500, 1700, 1800 personnes. C'est énorme. Oui, des fois jusqu'à 2500 à nourrir. Et donc vraiment, ça n'était pas chose facile. Mais ça ne vous faisait pas peur en tout cas? Alors pas du tout. Pas du tout. C'était un autre monde. Mais on avait eu le temps de maîtriser l'évolution, maîtriser les menus, maîtriser les ratios, maîtriser donc les thèmes même techniques du métier. Et on avait réussi à acquérir de l'expérience. Et là, donc, à 36 ans, vous êtes nommé directeur général de la Chambre des métiers, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un peu. Alors, je me suis rendu compte que de toute façon, mon secteur d'activité était un secteur relevant de l'artisanat, puisque ce sont des artisans. Ce sont des artisans, je suis artisan, je suis donc restaurateur de formation. Je suis invité, avant tout, je suis invité par le ministre Amadou Koné, qui est le ministre du Tourisme. Je vais à une réunion concernant la Chambre des métiers et je me rends compte que c'est 247 corps de métiers. Je dis, mais attends, on ne peut pas avoir une chambre nationale des métiers et puis souffrir. Les artisans devaient pouvoir évoluer et aller beaucoup plus vite. Tout à fait. Et donc, je fais la proposition quand le ministre Amadou part. J'ai eu le temps d'échanger avec lui. Son successeur, le ministre Sidiki Konaté, arrive. Je lui fais la proposition et il accepte. Il me dit, bon, écoute, moi, je te nomme secrétaire exécutif de la Chambre nationale des métiers et pour moi, de quoi es-tu capable? Et c'est comme ça que je prends la Chambre nationale des métiers. Et nous sommes en train de travailler. On a essayé d'apporter un nouvel esprit à ce secteur et insuffler en tout cas, je dirais, d'autres tendances pour que les gens comprennent qu'il faille moderniser le secteur et aider ces 247 corps de métier. D'accord. Alors, en 2010, vous devenez président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Quelles ont été les actions que vous avez menées à l'endroit des acteurs du secteur? D'énormes actions, parce que je veux dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que les façades des boulangeries aujourd'hui ont changé. On voit bien que les façades des restaurants ont changé. On voit bien qu'il y a la naissance d'une nouvelle génération qui voit autrement. Nous avons travaillé à changer les mentalités parce que le véritable souci, la grande souffrance est d'abord culturelle. On est apprenti d'apprenti, on apprend naturellement, on voit tout naturellement et simplement, mais on ne se dit pas que les choses ont donc évolué. Et ceux qui ont donc voyagé ont compris qu'il y a d'autres horizons et il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons d'apprendre. On aurait pu, avec l'action et les pouvoirs qu'on nous a donnés,
sanctionner immédiatement. Nous avons préféré sensibiliser. Nous avons sensibilisé les personnes. Nous avons travaillé même, vous avez vu, vous allez voir sûrement l'interdiction de fumer. Nous y avons travaillé avec le ministère de la Santé. Là, nous sommes en train de travailler à lutter contre les boissons frelatées. Oui, là, j'ai vu les affiches. Nous avons travaillé à sensibiliser les débits de boissons à obtenir leur licence avant d'exercer. Alors, aujourd'hui, quel bilan faites-vous de votre vie professionnelle et quelles sont vos perspectives d'avenir? Aujourd'hui, le bilan, j'estime qu'il est quand même assez positif parce que, en plus d'être président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, je suis président de la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest et président de la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire. C'est vraiment de ce travail acharné qui a intéressé et je dirais peut-être interpellé mes confrères de la sous-région pour nous confier, je dirais, les rênes de toute la sous-région. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui voudraient entreprendre comme vous? Déjà, à ces jeunes, je leur dirais de croire en leurs rêves. Parce que tout ce que nous voyons émane de nos rêves. Sont la réalisation de ceux qui ont rêvé et qui ont réalisé. Et donc, baisser les bras parce que vous avez eu un problème serait, je dirais, mentir de ce que vous êtes aujourd'hui, je dirais, le champion qui a pu naître parce qu'il s'est battu contre les autres. Et donc, nous devons continuer. À tous ces artisans ou à tous ces entrepreneurs, je leur dirais de savoir choisir aussi leur compagne, de savoir choisir dans leur vie, parce que la précipitation crée beaucoup de problèmes. Les erreurs, on en a beaucoup, mais il faut se nourrir de cette difficulté. Il faut avoir envie de vivre et de réussir. À ça, vous avez eu envie de vivre, hein, parce que Absolument. Déclaré mort déjà très jeune, vous avez prouvé au monde entier que vous aviez envie de vivre. Absolument, absolument. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de passer ces 25 années et 20 ans en plus. Je pense que moi, de toute façon, tout est bonus. Hein. À ça, là, vous pouvez bien profiter de la vie. Là. J'en profite Et énormément. je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Merci. Alors, Monsieur Tognan, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Je vous souhaite plein de succès dans vos projets à venir. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. D'ici là, que Dieu nous garde.